Donc, je vais vous présenter, qui est organisé par la Chaire, et je vais vous présenter votre première conférencière, qui est Francine Blackburn, directrice adjointe aux affaires universitaires et de l'enseignement au Centre de santé et de services sociaux de la vieille capitale Centre Appuyé universitaire. Je respire encore. Et elle va nous présenter finalement l'expérience du C3S de la vieille capitale, et c'est ce que nos trois groupes de conférenciers vont faire, nous présenter à tour de rôle l'expérience qu'ils ont vécue à l'intérieur de leur organisation. Donc, par la suite, lorsque les trois présentations seront faites, il y aura une plénière et j'orienterai les discussions à ce moment-là. Je vous souhaite une bonne table. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Si je parle pas assez fort, vous me le dites, là, j'ai pas la voix, moi, qui porte. Alors, voilà. Donc, attendez, je vais par là. On va aller comme ça. Donc, l'objectif, mon plan de présentation, un bref objectif, vous présenter les principaux défis et enjeux liés à l'application des connaissances depuis que nous sommes désignés centre affilié universitaire, c'est-à-dire depuis 1999. Le partenariat qui est établi avec l'équipe de la Chaire d'études de l'application des connaissances depuis 2010, les conditions qui ont favorisé la mobilisation des dirigeants et des gestionnaires et intervenants de l'établissement en matière d'application des connaissances, les perspectives de développement aussi qu'on entrevoit au C3S et les suites du partenariat avec la Chaire, puis dans le fond vers une véritable culture d'application des connaissances. Donc, comme disait Mme Soufflet, excusez-moi, on veut simplement parler de notre expérience en matière d'application et notamment celle qu'on a développée avec M. François Chagnon et son équipe. Rapidement, C3S de la vieille capitale, qu'est-ce que c'est? C'est un établissement de première ligne qui existe depuis 2004 suite à la fusion, une réforme, suite à la fusion de plusieurs établissements de première ligne. Ça représente 7 CLSC, 8 centres d'hébergement, 4 unités de médecine familiale, donc où on enseigne aux résidents en médecine, un centre antipoison du Québec, réseau de ressources institutionnelles non institutionnelles en santé mentale, infosanté, télésurveillance, maison des naissances, donc un établissement de première ligne caractérisé par des services de santé, des services sociaux, qui travaillent en étroite collaboration avec ses partenaires du réseau de la deuxième ligne, de la troisième ligne, les partenaires aussi, centre jeunesse, centre de réadaptation. Aujourd'hui, on ne travaille pas juste dans un établissement, mais on travaille beaucoup avec le réseau en étroite collaboration pour le mieux-être de notre clientèle. C'est 290 000 de population à desservir, 29 installations, 3 500 employés. Je veux juste vous dire comment c'est gros et que ça amène de la complexité quand on veut développer de la connaissance et en appliquer dans une organisation aussi grosse que ça. Donc, 245 médecins, on reçoit 1700 stagiaires par année. On est donc un établissement très performant dans ce sens-là. On a une équipe de recherche qui s'intéresse aux pratiques et aux services de proximité spécifiques à la première ligne, qui s'intéresse aussi aux modèles et aux modalités qui les sous-tendent. Donc, on a aussi comme orientation stratégique depuis 2008 d'être un établissement chef de file dans le développement de la connaissance en première ligne, mais aussi dans son application, donc dans le soutien aux pratiques de qualité, aux pratiques novatrices. Donc, on a aussi un plan stratégique à cet effet-là. Nos grands défis, c'est bien sûr d'assurer un meilleur maillage recherche, clinique, enseignement. Pour nous, c'est très fondamental d'avoir toujours cette vision-là. Oui, on développe de la connaissance. Il faut qui porte sur les caractéristiques, les enjeux de la première ligne. On veut aussi que cette connaissance-là soit utile par nos cliniciens, nos gestionnaires, mais aussi on souhaite que nos étudiants bénéficient de tout ce travail-là. L'autre défi, c'est de développer le transfert de connaissances et améliorer l'application pour assurer des pratiques d'intervention et de gestion de qualité à la fine pointe, améliorer les retombées de l'application et bien sûr améliorer nos résultats d'agrément et de performance. Parce qu'aujourd'hui, le ministère appelle, en tout cas invite ces organisations à plus de performance. On entre dans des périodes de coupures, on est déjà dans des coupures budgétaires depuis les 3 dernières années. Et les prochaines ne seront pas plus avantageuses pour le réseau, autant pour donc on n'est pas dans une ère de développement ou en tout cas de financement supplémentaire, même si le ministère dit
on va ajouter du financement pour le soutien à domicile. C'est pas ça qui arrive parce que on est aussi invité à couper. On a des restrictions budgétaires. Donc, on n'aura pas de développement dans les prochaines années. Il va falloir faire mieux avec ce qu'on a. Donc, d'autres enjeux, c'est de revoir pour nous, dans notre organisation, considérant cela, la vision, notre structure, nos stratégies organisationnelles, mobiliser l'ensemble du personnel autour de ça, travailler au développement d'une culture de développement et d'application des connaissances. Depuis, mais pour tout faire ça, c'est sûr qu'on s'inspire, comme des journées aujourd'hui, de présentation de chercheurs. On a eu la chance que M. François Chagnon nous approche il y a quelques années pour travailler en partenariat avec lui autour du premier projet qui visait à développer un outil, l'ORAUC, qui nous a parlé ce matin. Donc, on a fait une démarche organisationnelle. C'était une priorité de notre direction. On a fait un diagnostic dans tous les secteurs de l'organisation. Est-ce qu'on avait une culture d'application des connaissances chez nous? Donc ça a été très important pour nous. On a quand même un bon taux de réponse, une cellule de travail, des résultats aussi que j'ai mis en annexe, mais que probablement je n'aurai pas le temps de vous parler aujourd'hui. Mais c'est pas grave, vous pourrez m'appeler, ça me fait plaisir de vous en parler. Et bien sûr, on est maintenant dans la phase d'application du plan d'amélioration suite à ce premier diagnostic-là. Et maintenant, on embarque aussi dans la deuxième phase d'un projet, puisqu'on avait recommandé à François, pouvez-vous nous aider? Oui, on a fait un diagnostic, mais est-ce qu'on peut aller un peu plus loin et travailler avec vous pour voir quelles seraient les meilleures stratégies maintenant qui nous aideraient à ce qu'on applique bien la connaissance dans notre organisation. Et on est maintenant, on a mobilisé encore notre direction, la démarche est soutenue. On nous propose une étude de cas aussi qui va nous permettre justement de voir c'est quoi les facteurs qui font que les éléments qui nous assurent qu'on va appliquer la connaissance. Mais cette étude de cas-là va permettre de créer un nouvel outil aussi que François va rendre disponible par la suite pour utiliser quand on veut déployer dans les organisations du réseau ou ailleurs des meilleures stratégies d'application des connaissances. On participe aussi à la communauté de pratique et ce qui est intéressant, c'est que François applique ce qu'il recommande. Donc, je trouve c'est important de le dire. Et nous aussi, on fait l'effort dans le cadre de ces travaux. Comme chercheurs, on travaille de cette façon-là. Les conditions qui ont favorisé la mobilisation de l'établissement, c'était que le projet de la chaire répondait vraiment à un besoin réel. Le lien de partenariat entre M. Chagnon et l'équipe de direction est très important et ça se poursuit dans le temps. J'ai marqué conditions imposées dès le départ parce que, dans le fond, quand M. Chagnon est venu nous rencontrer, il nous disait si ce n'est pas une démarche organisationnelle, moi, je ne viens pas faire mon projet. Et ça a été un facteur qui a été quand même déterminant parce qu'il a fallu que la direction et le comité de régie se positionnent et disent ah, OK, c'est correct, si on embarque, on embarque. Donc, ça a été très soutenant quand on veut embarquer dans une démarche de plusieurs années avec une équipe de recherche. Surtout quand ça touche la vision, l'organisation, surtout le premier projet, mais aussi le deuxième. Donc, identification soignée des étapes qui ont mené à la réalisation du projet avant, pendant, après. On a eu un plan de communication, on a toujours des possibilités de réflexion avec l'équipe, la disponibilité de M. Chagnon et son équipe aussi à adapter le langage et bien sûr le plan d'application qui est associé au projet. Nos perspectives de développement en matière d'application, c'est sûr que je vous raconte plus le partenariat avec M. Chagnon, mais on avait déjà commencé aussi dans les années avant, nous, à déployer d'autres stratégies qui étaient de développer un rôle de responsable en transfert de connaissances qui accompagne chaque chercheur ou même chaque décideur tout au long d'un projet de recherche à faire un plan de transfert. On s'est inspiré aussi des travaux de l'INSPQ que vous allez entendre aujourd'hui. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on s'inspire des travaux de nos partenaires aussi pour essayer justement de ne pas réinventer la roue, mais d'aller toujours un pas en avant en matière d'application des connaissances. Donc, on a aussi un cadre de référence qu'on est en train de réviser.
qui vont inclure les trois, le développement de la connaissance, l'utilisation de son enseignement, les ressources en transfert, j'en ai parlé. On a 2 politiques institutionnelles aussi qui vont formaliser ça. Comment est-ce qu'on va gérer ça? On gère le développement, l'application, l'enseignement de la connaissance. C'est important, c'est des politiques, parce que c'est adopté par nos conseils d'administration et c'est ce qui fait qu'on définit les rôles des différents acteurs. C'est ce qui fait aussi qu'on peut développer des ressources là, de façon optimale, comme je disais, sans ajout de ressources, mais faire autrement que les ressources qu'on a. On a peut-être un projet à explorer avec la chaire visant à habiliter les gestionnaires à planifier le transfert et en évaluer les retombées. Puis on continue avec l'équipe de la chaire pour aider l'organisation à faire face à sa réalité complexe, à devenir plus performant en matière d'application. Donc, en conclusion, on veut vraiment devenir une organisation chef de file dans ce domaine-là pour en faire bénéficier nos partenaires du réseau. Quand on est un établissement avec une désignation universitaire, on a une obligation de rayonnement. Ça veut dire que ce qu'on développe, on doit aussi en faire bénéficier d'autres C3S, d'autres établissements du réseau. Alors voilà. Donc, notre prochaine équipe de conférencières sont 2 personnes venant du Centre jeunesse de Montréal, Institut universitaire. Donc, je pense que c'est Mme Danielle Lalande qui va commencer, qui est directrice adjointe à la direction des services professionnels et affaires universitaires. Et il y aura en deuxième temps Caroline Nadeau, qui est conseillère à la mobilisation des connaissances à la direction des services professionnels et affaires universitaires. Alors, bonjour. Alors, on a souhaité partager avec vous aujourd'hui, on ne voit vraiment pas les gens de ce côté-là par ailleurs, on a voulu partager avec vous, je dirais, des travaux inachevés. Alors, les travaux qu'on va présenter n'ont pas encore été présentés à l'ensemble de l'établissement, fait que c'est une première. Alors, d'abord, je vais vous situer le contexte dans lequel on a situé notre comité de travail et ensuite, Caroline va vous présenter la démarche comme telle. Alors, Centre jeunesse de Montréal, c'est un institut universitaire dans le domaine de la violence chez les jeunes. On est institut universitaire depuis 15 ans. Et je vous dirais, au cours des 10 dernières années, on a beaucoup développé au niveau clinique. Alors, il y a une bulle qui n'est pas là, qui devrait y être, et qui est celle du développement clinique, avec des guides de soutien à la pratique, de la programmation, qui a été beaucoup développée. Et depuis 5 ans, une restructuration de nos activités universitaires avec la mise en place de 2 centres d'expertise, un sur la délinquance et un autre sur délinquance, troubles du comportement et sur la maltraitance, une coordination sur l'enseignement et la valorisation des connaissances, un centre de recherche, 2 laboratoires sociaux qui sont rattachés aussi au centre d'expertise, une bibliothèque qui a mis en place une collection numérique à l'ensemble du réseau pour faire partager tout ce qui se faisait comme connaissance au niveau, dans le domaine des jeunes en difficulté et des familles. Donc, on a appelé ça une mine de connaissances, puis je vous dirais jusqu'à un certain point sur lequel on est un peu assise. Parce qu'on va voir qu'on fait quand même une multitude d'activités et de moyens pour partager ces connaissances-là, mais les stratégies qu'on a développées ne sont pas nécessairement coordonnées encore. Alors, les travaux qu'on a voulu entreprendre, c'était pour se donner une stratégie plus globale à l'ensemble de l'établissement pour que systématiquement, on puisse avoir un regard sur tout ce qui était développé. Parce qu'on pense que dans notre mine, il y a des perles qui nous échappent et qu'on n'exploite pas à leur juste valeur. Donc, le fait de ne pas avoir une structure, une stratégie très organisée, bien, on a de la difficulté à recenser toutes les activités de transfert qui peuvent se faire. On a de la difficulté à planifier. On manque un peu de cohésion et, naturellement, un peu comme tout ce qui s'est dit ce matin, bien, on n'évalue pas encore beaucoup les retombées de toutes les connaissances qui sont évaluées puis qui sont aussi diffusées. Alors, l'objectif, c'est de pouvoir exploiter davantage tout le potentiel puis les richesses qui sont générées par le Centre jeunesse avec, je vous dirais, une vision de public, une vision du public à cibler, dans le fond, une vision des utilisateurs des connaissances.
Alors, c'est ce qui nous a animés pendant tout le développement des travaux. Donc, un cadre. D'abord, on s'est donné certaines assises. Tantôt, Francine a fait référence à le fait qu'on développe des politiques, des procédures. Nous, on s'est attaqué d'abord à quelque chose de petit, qui est la propriété intellectuelle, parce que dans un premier temps, on s'est rendu compte que finalement, au cours des années, on a développé beaucoup de choses, mais qu'on n'avait pas nécessairement une signature qui accompagnait ces connaissances-là, et on n'avait pas non plus une bonne pratique quant à l'utilisation des droits d'auteur des autres, parce qu'on s'inspire beaucoup des travaux des chercheurs et des milieux de la pratique, mais on n'avait pas vraiment développé une pratique spécifique sur comment on utilise les connaissances qui ont été développées par d'autres. Naturellement, une politique sur la recherche, une politique de l'édition, et là maintenant, un cadre de gestion des connaissances, mais aussi un processus pour s'assurer qu'on mobilise puis qu'on transfère bien toutes ces connaissances-là. Alors, un outil de recension, on doit s'en donner un. On travaille avec nos collègues du Centre jeunesse de Québec qui ont développé un outil informatisé pour, entre autres, recenser toutes les activités en lien avec les affaires universitaires et on souhaite l'adapter conjointement pour pouvoir pas perdre de vue tout ce qu'on peut développer comme activité à ce niveau-là, puis le processus de mobilisation. Les composantes du cadre, ce qu'on vise dans le fond avec ce cadre-là, c'est la circulation et l'utilisation des connaissances. Donc, favoriser et encadrer le développement de nouveaux savoirs, assurer une diffusion et une utilisation optimale de ces connaissances, les répertorier, les promouvoir, soutenir leur appropriation, puis assurer une pérennité. Je pense que c'est François ce matin qui faisait référence à tout le mouvement de personnel qu'on a dans les établissements, mais c'est des centaines de nouveaux intervenants qu'on embauche chaque année. On est à peu près de la grosseur du C3S, Vieille Capitale, avec 3000 employés, donc avec à peu près 1000 employés sur une liste de rappel, donc beaucoup de gens qui roulent au niveau de l'établissement. Donc, avec une perspective d'assurer une pérennité pour que les programmes qu'on met en place, qu'on a développés à partir un petit peu, je pense que c'est Christian ce matin qui faisait référence, avec des revues de littérature, avec vraiment un souci d'aller chercher des bonnes connaissances puis des bonnes pratiques. Donc, on souhaite que ce soit durable dans l'établissement. En même temps, on répond à une obligation. On a des critères à titre d'institut universitaire, entre autres au niveau du transfert, mobilisation, valorisation, et on doit même maintenant, à chaque reconduction comme institut universitaire, on nous raffine nos critères, et on en a 2 nouveaux, dont un qui est le rayonnement. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on avait. Donc, assurer de la diffusion large de ce qu'on peut développer, mais aussi de posséder une structure de gestion des connaissances. Alors, ce à quoi je faisais référence tantôt, qui est une stratégie globale, dans le fond, pour s'assurer que ce qui est développé va être partagé. Donc, un cadre qui nous rappelle de bien définir puis de bien structurer les connaissances présentées dans des publications, des colloques, des congrès, qui conduisent aussi à l'élaboration d'outils. On a un volet qui est particulier chez nous, qui est tout le secteur de l'enseignement et de la valorisation des connaissances, où on a débuté certains, je dirais, différents projets de valorisation des connaissances à partir de résultats de la recherche, puis des résultats aussi de nos centres d'expertise, des travaux qui sont faits, les centres d'expertise, les laboratoires sociaux, où on a une approche de co-construction chercheurs-intervenants, dans l'objectif, dans le fond, de capter à la fois les connaissances expérientielles et les connaissances scientifiques, puis de mettre ça ensemble, parce qu'on sait qu'il y a une valeur, pour les intervenants, il y a une valeur ajoutée à ce type de connaissances qui est coproduite. Ensuite, intégrer dans des activités de perfectionnement au sein de l'établissement, on a vraiment une grosse offre de formation à l'interne. Et aussi, éventuellement, on souhaite offrir davantage du côté du réseau et des activités de transfert. Alors, je pense que j'ai fini ma partie. Je ne sais pas, j'ai respecté mon 5 minutes. Donc, je dirais, Caroline va vous présenter la démarche, mais en toile de fond, c'est l'art de se poser des bonnes questions au bon moment. Je vous dirais que c'était le leitmotiv de notre démarche.
Voilà, donc la démarche que moi je vais vous présenter, ça visait à élaborer un processus de mobilisation et de transfert des connaissances au sein de notre établissement pour que justement les connaissances qu'on produit se rendent à leur public cible. On a d'abord formé un comité, un tout petit comité de 7 personnes, en fait, 6 personnes du Centre jeunesse liées à la recherche, à l'enseignement, à la valorisation des connaissances et François Chagnon de la chaire pour nous épauler. Le premier exercice auquel ce comité s'est prêté, c'est ce que j'appelle le combat des mots, où ça a donné lieu à de sérieux débats linguistiques. Les gens qui s'intéressent un peu au domaine savent certainement qu'il y a une terminologie assez large concernant le transfert des connaissances et on s'y perd un peu. Donc, on s'est dit, au départ, il faut qu'on ait un entendement commun autour de cette terminologie-là. Alors, on s'est attaqué à essayer de comprendre et à trouver, nous, le sens qui avait le plus d'écho chez nous à travers ces termes, donc adaptation, absorption, adoption des connaissances. On a préparé un lexique, on est allé chercher vraiment dans la littérature tout ce qui existait avec les définitions les plus appropriées et on est parti de là pour dire, bon, ben nous, maintenant, à quoi va ressembler notre processus, par quelle étape on devra passer. Alors, on a débattu, comme je vous le disais, au fil de nos débats linguistiques, on a débattu du sens, mais à travers ça, de la compréhension qu'on avait de chacun de ces termes-là et de la place qu'ils pouvaient occuper dans un processus en continu allant de l'identification des connaissances jusqu'à leur utilisation par les personnes visées. Cet exercice-là, qui nous a pris quand même un certain temps, je dirais que le comité, on a travaillé sur une période assez courte, à raison de 4 heures par rencontre. On s'est vu, disons, une vingtaine d'heures, mais vous verrez que ça peut sembler long, mais en même temps, pour arriver au tableau où on est arrivé, c'était absolument nécessaire. D'ailleurs, comme nous le rappelle la chaire, en fait, les termes définissent aussi les valeurs, les approches, notre vision, en fait, du transfert des connaissances. Donc, à travers nos débats sur une terminologie, on allait beaucoup plus loin que le seul sens des termes, mais vraiment sur les objectifs qu'on visait, la portée qu'avaient ces termes-là. C'était donc une façon pour nous d'incarner, si je puis dire, chacun de ces termes-là à la réalité qu'on avait. On s'est aussi inspiré de quelques modèles, dont celui-ci que François Chagnon nous avait présenté au comité. Celui-ci, très populaire, que d'autres aussi ont déjà consulté, qui est le modèle de l'INSPQ. Donc, encore une fois, pour nourrir notre réflexion, nos débats, pour ne pas réinventer la roue, comme disait Mme Blackburn. Mais en même temps, l'exercice était nécessaire qu'on remâche tout ça nous-mêmes pour que ça ait vraiment, que ça soit ancré dans notre organisation plutôt que de se plaquer là, un modèle déjà existant puis disant voici, on va se raccrocher à ça. Au terme de ces discussions et débats, ben, notre processus a commencé à se dessiner. Alors, c'est un processus, on a retenu 6 termes qui vont venir définir chacune des étapes que je vais vous présenter plus en détail tout à l'heure. Alors, ça commence par le développement des connaissances, l'adaptation des connaissances, la diffusion des connaissances, l'appropriation, l'utilisation et l'appréciation des retombées. Bien sûr, je vais vous présenter ça de façon schématique tout à l'heure dans un tableau. Ça a l'air bien linéaire, mais ce qu'on souhaite, c'est que ce soit un processus continu, un processus dynamique et non pas linéaire avec un début puis une fin. C'est vraiment une dynamique de transfert de connaissances. Enfin, c'est la vision qu'on en a. Donc maintenant, je vais y aller par chacune des étapes qui correspondent à chacun de nos vocables. Le développement des connaissances. Pour s'aider à bien choisir le terme et définir chacune de nos étapes, on s'est posé premièrement la question, quel est l'objectif ou quelle est la finalité de cette étape? Donc, pour le développement des connaissances, par exemple, la finalité, c'est de produire ou de coproduire de nouvelles connaissances basées sur les savoirs théoriques et les savoirs expérientiels. On a fait cette même réflexion-là, vous le verrez là, à chacune des étapes. En préalable ou en question, on s'est dit, pour amorcer cette première étape, bien, il faudra qu'on identifie les besoins de connaissances, donc de quoi avons-nous besoin. Et pour chacune des étapes, encore une fois, on a donné des moyens à titre d'exemple qui pourraient nous permettre d'atteindre l'objectif. Dans ce cas-ci, bien, c'est de la recherche, des laboratoires, des groupes de développement clinique, etc. La deuxième étape, donc, pour l'adaptation des connaissances, la finalité, c'est de mettre en valeur les nouvelles connaissances
afin qu'elle soit compréhensible et applicable pour chacun des publics visés. En fait, ici, c'est une étape qui est très importante parce que c'est là qu'on va réfléchir au potentiel d'utilisation de chacune des connaissances qu'on a et ça va déterminer par la suite le chemin et je dirais l'ampleur des moyens qu'on pourrait déployer pour transformer ces connaissances-là. Certaines connaissances, on le sait, sont destinées à être diffusées pour informer les gens et d'autres connaissances doivent se rendre dans la pratique pour transformer ces pratiques-là. Donc, bien sûr, ça va appeler des moyens différents. Donc, le niveau de transformation, le choix des connaissances, l'identification des publics et de nos objectifs vont déterminer aussi les niveaux de transformation qu'on devra emprunter. La diffusion des connaissances, c'est de rendre ces nouvelles connaissances-là donc accessibles dans le but d'informer, de sensibiliser et de nourrir la réflexion. Alors là, en préalable, on va se demander à qui on s'adresse et pourquoi on veut que ces connaissances-là atteignent qui, donc où, quand et comment on va s'y prendre. L'appropriation des connaissances, là, on voit il y a quand même une gradation et une progression aussi dans les objectifs qu'on veut atteindre. La finalité ici, c'est de favoriser l'adoption et l'intégration des connaissances afin d'enrichir la pratique ou de soutenir la prise de décision. Alors, on va déployer des moyens, par exemple, comme l'animation, des formations, ou mettre en place des moyens de soutien à la compréhension et à l'acquisition, qui seront plus ou moins grands selon cette visée-là. L'utilisation des connaissances, c'est clair. On veut que les gens l'utilisent dans leur pratique. La finalité, c'est de permettre cette mise en pratique-là afin d'améliorer, ultimement, les pratiques, les services. Alors là, bien sûr, on s'entend que les moyens qu'il faudra déployer devront être beaucoup plus interactifs, j'allais dire plus importants, mais en tout cas certainement plus interactifs, de plus grande envergure, parce qu'une simple diffusion d'informations, on sait que c'est loin de nous assurer que ça pourra être utilisé par les personnes qu'on vise. Alors, pour atteindre cet objectif-là, il faut analyser le contexte, les connaissances du public auquel on s'adresse déjà, prévoir des stratégies qui vont permettre cette mise en pratique-là et préciser les compétences qu'on souhaite que les gens acquièrent. En terminant, l'appréciation des retombées, plusieurs personnes l'ont mentionné plus tôt aujourd'hui. Le but, c'est d'évaluer l'efficacité des moyens et des stratégies déployées, donc voir si les moyens qu'on a mis en œuvre, si notre objectif c'était que les gens transforment leur pratique, il faut être en mesure d'aller vérifier si effectivement les moyens qu'on a empruntés nous ont permis d'atteindre cet objectif-là. Sinon, il faut recommencer pour que les pratiques peu à peu se transforment et s'améliorent. Ceci donne un beau grand tableau qu'on vous a distribué. Comme Daniel vous le disait plus tôt, vous êtes notre premier public. À part les membres du comité, personne n'a encore vu l'ensemble de ce travail-là, mais grosso modo, c'est ce à quoi ressemblera le processus de mobilisation et de transfert des connaissances qu'on souhaite soumettre donc dans notre établissement, qui est donc l'ensemble des différentes étapes que je vous ai présentées dans le détail. Évidemment, le travail est loin d'être terminé. Une fois que ce processus-là aura été donc présenté et on le souhaite adopter sans trop de changements, il restera encore beaucoup de travail à faire. J'ai mis cette définition-là du FRQSC parce que elle me parle beaucoup et je pense qu'elle est aussi large et en même temps, elle contient tout à fait le processus qu'on vous a présenté quand on parle de l'ensemble des efforts consentis pour contribuer à faire connaître et reconnaître les activités et les résultats de recherche. Le processus qu'on veut se donner veut répondre précisément à ça. Quand je vous parle du travail qui reste à faire, bien sûr, on a, nous, fait un inventaire des connaissances. On connaît très bien sûr, les connaissances qu'on produit. On a déjà beaucoup de moyens qui sont en place. On pourrait certainement en développer d'autres. Mais ce processus qu'on vient de vous présenter va être un peu la fondation, si je puis dire, à laquelle on va rattacher tous ces éléments-là pour avoir pour s'assurer que les connaissances, justement, atteignent les bonnes personnes, donc emprunter les bons moyens pour ce faire. Si je reviens donc en terminant à la métaphore qui était un peu en sourdine dans la présentation
de la mine, la métaphore minière et de prospection. En fait, ce qu'on souhaite, ce qu'on vise, c'est exploiter la richesse collective qu'on estime, qui sont nos connaissances, et trouver le bon filon pour s'assurer que chaque pépite de cette mine de savoir trouve son chercheur d'or. Voilà. Donc, pour notre dernière équipe de conférenciers, nous avons Carl Johnson, qui est chef de service au Centre Jeunesse Québec Institut universitaire, et également de Rich Châteauneuf, qui est chercheur d'établissement au même Centre Jeunesse. Alors, bonjour à vous tous. Donc, on a des démarches avec des contenus qui se ressemblent beaucoup, des objectifs, des enjeux qui se ressemblent beaucoup, mais peut-être un processus qui est différent parce que le vécu, je pense, est différent. Donc, très rapidement, on souhaitait quand même revenir sur la mission d'un centre jeunesse, très, très sommairement. Préoccupation et mandat, parce qu'effectivement, qu'on soit gestionnaire, qu'on soit intervenant ou qu'on soit chercheur, on a toutes des préoccupations et des enjeux qui sont différents. On va les placer. Ensuite de ça, on va vous dresser, grosso modo, les constats généraux à lesquels on est confronté, que le Centre jeunesse de Montréal sont également confrontés. C'est à peu près la même chose. Les enjeux, les défis qu'on a à relever, puis c'est quoi le processus que nous, on a mis en place. Donc, comment est-ce qu'on a fonctionné en termes d'organisation. Donc, rapidement, qu'est-ce que ça fait? C'est quoi la visée d'un centre jeunesse? Donc, il y a 3 missions principales. La première, c'est tout ce qui touche la protection de l'enfance et de la jeunesse, donc tous les services de nature psychosociaux, en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse, puis celle pour les adolescents, pour la loi sur la justice pénale des adolescents. Ensuite de ça, il y a tout le volet de réadaptation. Donc oui, il y a les centres de réadaptation, mais tout le volet de réadaptation aussi à l'externe. Donc, en fait, d'aider les jeunes à développer des habiletés et leur famille aussi pour être capables de sortir de cette difficulté-là, et le volet d'intégration sociale. Et la 3e mission, chez nous, on est institut universitaire depuis 1995. Ça fait seulement 1 an que je suis là. Alors, je suis encore un petit peu en appropriation. Donc, je vous dirais que c'est assez bien intégré chez les intervenants, la mission. Ils y adhèrent très bien. Mais quand vient le temps d'être dans l'opération, je vous dirais que la mission de protection et la mission de réadaptation, ça reste l'honneur de la guerre. Et moi, c'est un travail au quotidien là, de le rappeler auprès de mes partenaires. Donc, on l'a très bien nommé. La désignation d'institut universitaire, on a des exigences, on a des rôles. Donc, effectivement, l'alliance entre la pratique et le milieu universitaire, ça, c'est quelque chose qu'on doit mettre de l'avant au quotidien. La culture organisationnelle sur l'utilisation des connaissances, ça, je vous dirais que la question de la culture s'installe tranquillement, pas vite, mais on a à le travailler. Et la question de la structure de gestion des connaissances, donc nous, on est en train de la finaliser et présentement, on commence à l'opérationnaliser. C'est ce qu'on va vous présenter un petit peu plus loin. Maintenant, je vais laisser la place à Doris pour le mandat et préoccupations. Donc, comme on a pu voir un petit peu, contrairement au milieu universitaire ou encore au milieu de pratique, c'est vraiment axé plus sur l'intervention clinique. Dans un établissement comme celui du Centre jeunesse de Québec, Institut universitaire, ou dans le fond, dans tous les établissements qui sont désignés Institut universitaire, on retrouve des gestionnaires, des intervenants, mais aussi des chercheurs et des professionnels de recherche. Donc, on est devant une composition professionnelle qui amène des défis spécifiques pour le transfert des connaissances, aussi des opportunités, mais quand même des défis particuliers pour ce qui concerne le transfert des connaissances et le partenariat recherche-pratique. Avant de présenter ce qui distingue chacun de ces groupes d'acteurs, je voulais quand même préciser ou spécifier dès le départ qu'est-ce qui constitue la zone commune ou qu'est-ce qu'on a comme espace partagé. Donc d'abord, autant pour les intervenants que les gestionnaires ou les chercheurs, la cible principale à atteindre est essentiellement la même. Donc on parle de une meilleure connaissance de la clientèle, une meilleure connaissance aussi des problématiques et une visée d'amélioration des services qui leur sont offerts. Il y a aussi comme zone commune une volonté de collaborer, donc une ouverture à travailler en équipe et quand même un respect vis-à-vis des rôles de chacun. Si on s'arrête plus spécifiquement aux intervenants, dans ce cas-ci, on pourrait mettre aussi les éducateurs dans le contexte des centres jeunesse. Il s'agit d'un groupe professionnel qui va surtout être préoccupé par les enjeux et les problèmes quotidiens. Ils sont préoccupés par la disponibilité des ressources, qu'on parle des ressources matérielles, financières ou humaines. Les intervenants vont concentrer leur énergie et leur temps sur les services à la clientèle, puisqu'ils travaillent dans un contexte d'intervention directe auprès de la clientèle. Donc, souvent, la recherche va leur apparaître ambiguë, loin des réalités de la pratique clinique.
Ça crée une tendance presque inévitable à juger un peu du mérite d'une étude selon son applicabilité, selon l'applicabilité des résultats et aussi selon les retombées directes auprès de la clientèle. Du côté des chercheurs, les chercheurs vont avoir tendance à privilégier, on en a parlé ce matin dans la première partie, vont avoir tendance à privilégier une réflexion basée sur la rigueur et l'objectivité. Donc, dans tout ce qui entoure la méthodologie, ils vont accorder une grande importance dans leur projet à la scientificité de la démarche. On sait aussi que les chercheurs sont généralement intéressés par le développement de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs, quelque chose qui ne correspond pas toujours aux attentes des gestionnaires ou des intervenants. Autre chose aussi, les chercheurs favorisent habituellement des activités de recherche dont les résultats peuvent être publiés dans des revues spécialisées. Et on sait que l'enjeu des publications en contexte organisationnel n'est pas toujours compris et connu par les intervenants et les gestionnaires. Les chercheurs ont besoin aussi de beaucoup de temps pour faire une recherche, pour en arriver à des résultats. Encore là, c'est une réalité qui peut heurter les milieux de pratique qui sont davantage dans l'urgence et dans le court terme. Par ailleurs, on pourrait aussi critiquer les chercheurs sur le fait que plusieurs ne mettent pas les efforts et l'énergie nécessaires pour la transformation des résultats de recherche, que ce soit en termes de vulgarisation ou de synthèse des résultats. Encore là, il y aurait une réflexion quand même à y avoir sur le fait que ce n'est pas tous les types de connaissances non plus qui sont pertinentes pour les milieux pratiques ou qui sont transformables. Et aussi l'autre débat qui revient à savoir à qui incombe la responsabilité de la transformation des résultats de recherche. Les gestionnaires, quant à eux, ont des objectifs à plus court terme. Ils vont évoluer dans un contexte où les décisions doivent se prendre rapidement. Ce sont des acteurs dont les actions sont soumises aux orientations organisationnelles. Aussi des acteurs qui sont préoccupés par la question de la planification financière, donc du budget, des ressources disponibles. En ce qui a trait plus spécifiquement à la recherche, les gestionnaires sont surtout intéressés par la recherche clé en main, donc par un type de recherche qui va proposer des moyens clairs et aussi une démarche d'application précise. On peut penser par exemple aux outils ou encore aux programmes d'intervention. Donc, en gros, c'est un portrait général des trois types d'acteurs qu'on retrouve à l'établissement institut universitaire. Évidemment, il y a des nuances et des exceptions à tout cela, mais en gros, ça donne quand même une idée du contexte dans lequel peut s'inscrire la recherche et le transfert des connaissances dans un milieu organisationnel. Merci, Doris. Donc, à la lumière de ce qu'on vient de présenter, de l'organisation dans laquelle on évolue, il y a des constats qu'on a tablés, puis ça ressemble assez bien à ce qui se vit ailleurs. Donc, dans un premier temps, on a plus d'une trentaine de chercheurs réguliers qui font affaire avec le Centre Jeunesse. On a 5 chercheurs d'établissement qui participent au quotidien dans plusieurs travaux. Alors, il se crée une somme astronomique de produits, de connaissances. Et au-delà de ça, on a toute une équipe de programmation qui élabore aussi, on parlait ce matin, guide de pratique, protocole. Alors, il y a des initiatives et des initiatives qui arrivent de toutes parts. Donc, autant de la recherche, de la pratique, des fois même du terrain. Hein, on a des secteurs d'activité on parlait des connaissances tacites, donc qui veulent démarrer puis qui trouvent qu'il y a une belle initiative dans ce qu'ils font. Donc, il y a ça. Je le disais tantôt, ça arrive autant de la recherche que de la pratique. Et ce qu'on constate, c'est que dans le dépôt, dans l'intégration, dans l'implantation de tous ces produits-là de connaissances, dans la diffusion, il y a une difficulté de coordination et de concertation. Moi, je vois, il y a une question de timing, de voir est-ce qu'on prend le temps de prendre le pouls de l'ensemble de l'organisation puis de bien voir qu'est-ce qu'on transfère comme information à qui, dans quel moment. Et on le vit de la part des équipes que des fois nous disent on est en formation 2 jours sur tel autre truc, là vous êtes en train de nous présenter un autre élément, là on reçoit telle information. Des fois ça peut être un élément technique. Par contre, quand on est dans un changement de pratique clinique, c'est pas quelque chose qui se fait avec 1 ou 2 journées de formation. Alors on est dans ce contexte-là. Alors l'image qu'on vous donnait, ça n'a pas sorti comme je voulais, mais c'est comme si on a le triangle où on a les préoccupations et les enjeux de chacun, puis on a des constats, puis quand on arrive pour mettre un dans l'autre, ça ne s'emboîte pas comme il faut, puis ça accroche à plusieurs endroits. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a une méconnaissance du rôle de chacun. Les gestionnaires ont un but particulier qui n'est pas nécessairement incompatible, mais qui n'est pas nécessairement aligné avec celui, des fois, de l'intervenant ou du chercheur, et ainsi de suite. Ensuite de ça,
avec plusieurs milliers d'employés, différentes strates, quand vient le temps de faire que l'information puisse circuler, que les gens puissent comprendre le sens de pourquoi on met ça en place, qu'est-ce qu'on a comme visée, c'est quoi les retombées, avec quelles ressources c'est attaché. Donc, ça aussi, ça demande un enjeu particulier. Puis ensuite de ça, c'est de voir, est-ce que tout ce qu'on dépose, tout ce qu'on transfère, est-ce qu'on est vraiment dans une logique, une cohérence avec nos orientations en termes d'établissement? Donc, et le choix, parce qu'en termes d'organisation, c'est de dire, tout est intéressant, mais qu'est-ce qu'on retient? Et ça, c'est pas évident comme organisation. On n'entend pas souvent, attendez, ce projet-là, on va le partir l'année prochaine. Alors, et c'est un réflexe qu'on doit de plus en plus avoir en tête et travailler. Alors, pour ne pas se retrouver à essayer de rentrer un triangle dans un carré, on va essayer d'avoir une perspective globale, une perspective générale. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut nous faire en sorte pour que cette coordination, cette organisation-là, cette priorisation-là de transfert des connaissances puisse se faire dans un processus cohérent. Donc, au lieu de prendre par étapes, on a dit, fonctionnons par comité. Donc, on s'est décortiqué deux niveaux, donc un niveau plus stratégique. Et ce groupe-là, donc, qui inclut dans un premier... je vais revenir, là. C'est le comité stratégique. Le comité stratégique, son mandat, c'est justement de voir qu'est-ce qui existe au niveau de l'élaboration de projets de recherche, au niveau de l'élaboration des cadres de référence avec notre association, de produits qui sont associés avec la programmation clinique chez nous, et de voir à qui c'est important et c'est prioritaire. Parce qu'il y a certains produits qui sont importants et prioritaires pour un groupe, il y en a d'autres pour d'autres groupes, il y en a d'autres que c'est transversal. Alors, d'être capable de bien faire cette distinction-là, et surtout, une fois que le processus est mis en place, comment ce comité-là va être capable de récupérer où ça a chopé dans le processus et d'être capable de faire le lien avec le comité de direction supérieure pour faire les modifications dans l'organisation pour que le tout soit cohérent. Donc, on a la directrice au niveau de la programmation, de la pratique professionnelle, le directeur scientifique, moi-même, la chef de service au niveau de la programmation de la recherche, les communications sont impliquées et notre chercheur d'établissement associé au transfert. Donc, on se rencontre quelques fois par année pour voir où en sommes-nous par rapport à ces produits-là, puis qu'est-ce qu'on met en place. Une fois que ces morceaux-là sont identifiés, on interpelle un deuxième comité. On l'a appelé notre comité opérationnel, on l'appelle le comité TUC, donc comme sur le transfert et l'utilisation des connaissances. Et là, dans ce comité-là, on est dans le volet stratégie. Ce qu'on voyait tantôt, moi, ce qui était détaillé par étapes, nous, on le voit plus en termes d'activité. Donc, qu'est-ce que les gens vont voir, vont dire, il y a tel produit de connaissance, c'est qui notre public cible? Et à partir de là, quelles sont les activités ou les stratégies de connaissance qu'on va utiliser pour s'assurer une bonne diffusion, une bonne utilisation, puis une appropriation. Donc, ce comité-là est composé, on ne voulait pas que ça soit exclusivement des gens des directions supérieures, donc on est allé chercher des conseillers cliniques, on est allé chercher des intervenants du terrain, on est allé chercher la personne de la formation continue aux ressources humaines. Encore là, la direction des communications est interpellée. On a certains gestionnaires aussi. Alors, on a du monde de tous les paliers de l'organisation. Et ce qu'on travaille avec eux, leur mandat qu'on leur rappelle, c'est vous êtes la sonde du terrain. Donc, vous êtes les yeux, les oreilles, puis le thermomètre du terrain pour savoir comment ça va dans les équipes. Comment est-ce que vous pensez qu'ils vont recevoir ces éléments-là? C'est quoi leur préoccupation par rapport à tel contenu? Comment est-ce qu'on devrait l'adapter? Quelle stratégie on devrait prendre? Puis là, on travaille avec Doris pour enseigner, informer ce groupe-là sur quelles sont les meilleures stratégies en fonction de la clientèle, en fonction de l'objectif, en fonction des retombées. Alors, je vous dirais qu'on est dans une année où on travaille, je vous dirais de façon évolutive, à faire avancer ce groupe-là dans leur propre connaissance sur les stratégies de transfert des connaissances et à commencer à mettre en place ce processus-là. Je vous dirais les premiers éléments sur lesquels on le fait, toute l'approche au niveau de la médiation. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on est là-dedans, mais on n'a pas l'impression que ça porte les fruits qu'on souhaiterait. Alors là, avec l'équipe, on a revu l'ensemble des stratégies, autant auprès des gestionnaires que des intervenants, qu'est-ce qui devrait être mis en place, et on a tout remonté un plan de transfert des connaissances qui devrait être mis en application prochainement. Donc, on le fait pour différents produits, et ainsi que pour la recherche. Alors, au niveau du processus, je vous dirais,
Dans le cadre spécifiquement de la recherche, maintenant, ce qu'on apporte une attention particulière, c'est dès qu'il y a une demande pour un projet de recherche chez nous, on va le regarder sous l'angle, comment est-ce que la recherche va se passer, mais quelle est la préoccupation du chercheur au niveau du transfert des connaissances. Chez nous, on a une journée, à chaque année, on fait une journée une journée annuelle de la recherche, où on a plusieurs projets de recherche qui ont été dans l'établissement qui viennent être présentés, puis c'est souvent le médium principal. On dit, bon, très bien, c'est intéressant, mais quand on se met à discuter avec le chercheur, on dit, écoute, si tu veux que ta recherche soit d'autant plus intéressante ou que les gens soient prêts à participer à un deuxième projet sans tout le temps courir le recrutement, puis est-ce qu'il y a moyen de venir rencontrer les équipes? Est-ce qu'il y a moyen de ramener certaines informations sur des données préliminaires qui peuvent être travaillées? Est-ce qu'il y a moyen de faire un suivi plus serré auprès des équipes? Et ça, quand on en discute dans un principe de collaboration, dès le début avec le chercheur, ça peut pas être, des fois, ce n'est pas une somme astronomique de temps de plus, mais de travailler à rapprocher les préoccupations de l'un et de l'autre vont faciliter ce processus-là de transfert. Donc, ça, c'est une des étapes. Puis ensuite de ça, comme je vous dis, l'ensemble des produits sont présentés au comité stratégique, au comité opérationnel, et le plan d'implantation est mis en place. Et il y a un retour qui est fait au comité stratégique pour voir quelles sont les choses à améliorer, à replacer. Donc, grosso modo, c'est de la façon qu'on l'a placé chez nous, puis qu'on le travaille de façon très, très humble au courant de l'année. Voilà. On va procéder à une période d'échange, de questions, commentaires avec nos conférenciers. Est-ce qu'il y a pardon? 10 minutes? Oui, maximum 10 minutes. Quelqu'un veut... Oui? Ça a été mentionné rapidement. Vous avez parlé d'une politique d'autorship ou de responsable de la publication. C'est souvent des enjeux majeurs dans des travaux entre des chercheurs et des intervenants. Il y a des niveaux de connaissance ou de compréhension. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur comment vous avez fait ça? C'était beaucoup de travail sur de plusieurs mois. Et c'est la partie des chercheurs qui a été la plus complexe, je dirais, à finaliser. Je pense qu'on a réaffirmé l'autonomie de nos chercheurs. D'abord, c'est une politique interne, une politique du Centre jeunesse de Montréal, donc ça visait principalement nos propres chercheurs et des chercheurs qui pouvaient être associés pour des travaux en collaboration avec le Centre jeunesse de Montréal. Alors, c'était d'abord de reconnaître l'autonomie du chercheur jusqu'au moment de la valorisation de ces résultats de recherche. Ça veut dire, le chercheur est autonome pour décider de la publication, à quel moment il publie, avec une maison d'édition, tout ça, mais du moment qui arrive à regarder, je dirais, l'exploitation possible des connaissances, la propriété intellectuelle, elle devient commune avec l'établissement et on décide conjointement qui va investir pour valoriser, pour transformer, pour en faire des guides de pratique, pour faire ça peut être des trousses d'animation, etc. Alors ça, on sait bien, c'est un peu dans cette optique-là qu'on l'a fait. Et c'était débattu avec les chercheurs, avec le conseil d'administration de l'établissement aussi, qui avait un peu une réserve à dire pourquoi c'est des employés du Centre jeunesse, parce que nos chercheurs sont des employés syndiqués du Centre jeunesse. Moi, ça se fait qu'on leur reconnaît des droits particuliers, mais je pense que le sens commun, c'est de dire que ça prend cet espace-là aux chercheurs. Donc ça, c'est quand même bien. On vit bien avec ça. Mais il y a des chercheurs universitaires, comment ils ont vécu? Les chercheurs universitaires, c'est quand ils sont en collaboration, ils seraient dans des travaux conjoints, ce qui n'est pas commun. Mais je pense que ça, et c'est toujours le moment où on arrive à de la valorisation, dans le fond. Au moment où on décide comment on veut, qu'est-ce qu'on veut faire en termes de transformation des résultats. Et ça, des fois, on a eu à travailler avec les chercheurs de façon générale sont très contents de s'associer à des établissements parce que, à moins d'avoir eu des subventions particulières, il n'y a pas beaucoup de sous pour transformer des connaissances. Ils n'ont pas nécessairement
les compétences pour le faire. Et on a quand même toute une infrastructure chez nous, Centre Jeunesse de Montréal, pour accompagner. Tantôt, je faisais référence, nos collègues d'ailleurs sont ici au niveau de l'enseignement et de la valorisation. Il y a cette possibilité-là aussi de travailler conjointement à un beau produit qui va être utile pour le mouvement. Est-ce que vous avez des débats sur l'open access, sur l'accès libre des publications? Vous savez, cette histoire, nous on publie dans des revues à qui on cède les droits, et donc après les établissements n'ont même pas accès. Oui. Donc maintenant on publie plutôt dans des revues en accès libre et qu'on doit payer, donc il y a des enjeux. Vous avez des débats là-dessus? C'est-à-dire qu'on a eu un débat dans le sens qu'on a eu des intervenants qui étaient co-auteurs. Des intervenants qui n'étaient pas chercheurs, parce que le chercheur a quand même un certain privilège au niveau de notre propriété intellectuelle, mais les employés, tout ce que un employé fait sur son temps de travail, la propriété intellectuelle, elle est au Centre Jeunesse de Montréal. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que comme co-auteur, ben, il avait été signé, il avait cédé ses droits. Alors, on lui a dit, ben, tu n'avais pas ces droits-là. Tu as cédé quelque chose qui ne t'appartenait pas, qui appartenait au Centre Jeunesse. On n'a pas fait un plat parce qu'en même temps, on était très contents que les gens puissent publier dans des revues. Et dans ce sens-là, on n'a pas bloqué. Mais je pense que c'était au moment où on arrivait avec notre politique, qui est assez unique. Hein? Il n'y a pas beaucoup d'établissements qui a ce type qui est allé aussi loin. Et en même temps, on fait partie de Copybec parce qu'on voulait s'assurer d'une bonne pratique, donc de reconnaître aussi le respect du droit de l'auteur. Merci, Daniel. Mathieu? Moi, j'avais une question plus générale qui s'adresse à l'ensemble des conférenciers. Il y a un des problèmes qui est souvent tabou, en fait, c'est un terme que le responsable de politique publique en santé n'aurait pas le droit de prononcer. C'est la pertinence des soins, des interventions dans les intervenants. Donc, un des indicateurs de qualité, surtout en santé, qui est utilisé au niveau macro, qui montre qu'il y a peut-être un problème à ce niveau-là, c'est les écarts entre les cliniciens. Pour le même problème de santé, le même cas, selon ces cliniciens A ou B, ça sera donc des prescriptions différentes, etc. Donc, le transfert de connaissances, finalement, ce que vous avez présenté, surtout dans votre contexte où on parle d'intervenants, vous dites intervenants soit auprès des jeunes ou de patients, ça suppose une certaine, j'imagine, au niveau du transfert de connaissances à ce niveau-là, c'est l'intégration des connaissances, notamment sur l'efficacité et les risques associés à des interventions cliniques ou pratiques. Donc, vous me voyez venir un petit peu la question des guides de pratique clinique, des lignes directrices cliniques, qui sont en fait des produits de connaissances qui se transfèrent. Normalement, un bon guide de pratique clinique repose sur un examen systématique de littérature. La question est la suivante, à votre niveau. Quels sont les outils, les mesures que vous pouvez mettre en application pour inciter, je dirais, je ne vais pas dire forcer, parce que c'est un des problèmes qui tabou, justement, c'est que dans certains cas, on ne peut pas obliger des professions libérales autonomes à adopter ou à ne pas adopter à ne pas utiliser telle pratique. Donc, quels sont les outils au niveau de la gestion que vous avez mis en place pour assurer, par exemple, le respect de certains guides de pratique clinique ou des lignes directrices cliniques? Est-ce que l'évaluation, pour être plus précis, pour une évaluation individuelle chez les cliniciens, pour voir s'ils suivent les lignes directrices cliniques ou les meilleurs guides disponibles? Je peux répondre, mes collègues. C'est sûr qu'on a différentes stratégies. On a la possibilité d'avoir une équipe de conseillers cliniciens, donc des gens de niveau maîtrise qui ont une expertise clinique, qui connaissent bien les processus de soins, qui sont étroitement associés avec les autres professionnels, avec l'université. Nous, c'est l'Université Laval. Donc, ils sont pas nécessairement des praticiens experts, parce qu'ils ne peuvent pas être experts, parce que nous, on descend en clientèle 0-100 ans à l'hôpital Médicine, en CLE6, c'est toute clientèle en première ligne. Donc, elles ne peuvent pas être experts dans tout, mais on a aussi, on reconnaît aussi les savoirs expérientiels. On a des experts dans les équipes aussi qu'on met à contribution. Pour répondre à votre question, quand on fait du monitorage, pas nécessairement de l'évaluation, mais quand on implante ou on s'assure d'implanter une nouvelle pratique ou on veut améliorer une intervention, effectivement, on va s'assurer d'aller vérifier si ce qu'on a déployé, bien, les gens l'utilisent ou pas.
c'est pas mur à mur encore, mais c'est sûr qu'on a, puis on est surveillé par Agrément Canada, on fait partie on fait ces démarches-là, on a des normes, on a des ports qu'on appelle des pratiques organisationnelles requises. Ça, c'est absolument incontournable. Et ça veut dire qu'on on intervient de façon beaucoup plus importante dans la vérification des interventions de nos intervenants. Donc, c'est sûr que les organismes extérieurs comme Agrément Canada vont faire en sorte que nos organisations se structurent et vont s'assurer que les intervenants vont utiliser. Il y a effectivement, il y a les médecins, c'est différent. On a 250 médecins. L'évaluation de la pratique médicale est différente, effectivement, des autres intervenants de notre organisation. Mais il y a les conseils, il y a le CNDP, toutes sortes de pratiques comme ça. Nous, on est un milieu reconnu en enseignement, le 4 unités de médecine familiale. Donc, c'est sûr qu'on est évalué. Donc, il y a différents mécanismes qui existent pour l'évaluation de la pratique de nos professionnels. Mais le fait aussi qu'on soit un milieu d'enseignement, il ne faut pas oublier, quand on est un milieu d'enseignement, il faut nécessairement être à la fine pointe au niveau de sa pratique. Donc, qu'est-ce qui s'enseigne à l'université? Pouvoir bien superviser l'étudiant. Qu'est-ce qui est les derniers guides de pratique? Les étudiants aujourd'hui sont beaucoup plus critiques qu'auparavant. Donc, c'est certain qu'un superviseur qui n'est pas à la fine pointe, on va le savoir assez rapidement qu'il y a besoin d'avoir un rehaussement de compétences. Donc, différents mécanismes pour nous permettre d'arriver à ça. Merci. Malheureusement, on ne peut pas prendre d'autres questions. Il y a la séance d'affiches qui va commencer à l'instant. Par contre, si vous avez envie de discuter avec nos conférenciers, je vous inviterai à venir les rencontrer. Peut-être que vous pouvez rester ici 5 minutes. Les gens pourraient venir vous rencontrer individuellement pour venir vous parler. Donc, je vous remercie beaucoup et merci énormément à nos conférenciers.